Quand je dis aux gens que ma famille m'a déshérité, ils supposent que j'ai fait quelque chose de terrible. Ce n'est pas le cas. Je n'étais tout simplement pas ce qu'ils voulaient. Alors je les ai laissés profiter de leur héritage. Jusqu'à ce que j'achète la maison d'Aak sans grave côté et que je leur rappelle ce à quoi ils avaient renoncé. Si vous avez déjà été blessé par les personnes en qui vous aviez le plus confiance, mon histoire pourrait vous être utile. Reste avec moi. Peut-être que ça te rappellera que même la trahison la plus profonde peut se transformer en victoire silencieuse. Je m'appelle Madeleine Rhodes, mais la plupart des gens m'appellent Maddy. J'ai 27 ans aujourd'hui. En grandissant, je me suis toujours senti à l'écart de ma famille. Mon père, George Rhodes, était un homme d'affaires strict qui croyait que les garçons étaient l'héritage. Et mes frères, Brad et Ellie, ne pouvaient rien faire de mal à ses yeux. J'étais juste un élément supplémentaire. Quelqu'un qu'il devait nourrir, élever, puis ignorer. La seule personne qui m'ait vraiment vu était ma mère, Caroline. Elle était chaleureuse et douce, et elle faisait de son mieux pour me protéger de la froideur de mon père. Mais la vie l'a emporté trop tôt. Le cancer l'a rattrapé lentement, douloureusement. Et tandis que mon père et mes frères étaient occupés par leur vie, trop occupés pour les aider, je suis resté. Je lui ai tenu la main à chaque rendez-vous, chaque nuit difficile, chaque au revoir silencieux. Après sa mort, j'étais dans un état lamentable. Ni le testament ni l'argent ne m'importaient. Il ne me restait que la maison où j'avais grandi, la chambre qui sentait encore le parfum de ma mère et sa vieille roseraie dans le jardin. C'était chez moi. C'était mon ancre. Mais ensuite, le coup est venu. Le testament a été lu dans un bureau froid du centre-ville. Mon père était assis là avec Brad et Ellie, faisant comme si c'était une réunion comme les autres. Quand l'avocat a dit que tout, reviendrait à mes frères, j'ai eu l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. La maison. Les comptes bancaires. Les voitures. Même les bijoux de ma mère. Disparus. Plus un mot pour moi. Mon père m'a regardé, sans aucune culpabilité. Tu as toujours été trop douce pour ce monde, a-t-il dit, comme si c'était une excuse pour exclure sa propre fille de la vie qu'elle contribuait à entretenir. Je suis parti sans un regard en arrière. J'avais $327 sur mon compte en banque, une valise dans le coffre de ma vieille voiture, et nulle part où aller. Mon ex, Ryan, qui m'avait largué 6 mois plus tôt pour l'ex-petite amie de Brad, m'a envoyé un texto après avoir appris la nouvelle. Coup dur. Je n'ai même pas répondu. Avant de partir, j'ai pris une rose du jardin de ma mère. Je l'ai glissée délicatement dans la poche de mon manteau et je suis parti du seul foyer que j'ai jamais connu. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'ai juste regardé le ciel et me suis promis qu'ils se souviendraient de ce qu'ils avaient perdu. Pas par vengeance. À travers tout ce que j'allais construire. En grandissant, j'ai toujours su que j'étais différent. Mais pas de la façon qui me semblait spéciale. Mes frères, Brad et Ellie, étaient des enfants chéris. Mon père, George Rhodes, les a traités comme des petits rois dès qu'ils ont su marcher. Il leur a appris à serrer la main comme des hommes, leur a dit quels étaient l'avenir de la famille. Moi? J'étais juste là. La fille. Le plus. Il ne m'a jamais frappé, n'a jamais crié. Mais le silence. La froideur. C'était pire. Chaque fois que je rapportais une bonne note ou que je faisais quelque chose de gentil, il levait à peine les yeux. Mais quand Brad oubliait de nourrir le chien ou Kelly cassait une fenêtre, mon père riait et disait « Les garçons sont toujours des garçons ». Sans ma mère, Caroline, je pense que j'aurais grandi en pensant que je ne comptais pas. Elle était la chaleur de la maison, glissant toujours des mots dans ma boîte à lunch, me brossant les cheveux, même quand je disais que j'étais trop grande pour ça. Elle me défendait quand mon père levait les yeux au ciel ou faisait une remarque désinvolte sur le fait que les filles ne sont pas faites pour les vraies responsabilités. Elle ne se disputait jamais bruyamment, mais son amour était suffisamment fort pour moi. Quand elle est tombée malade, tout a commencé à s'effondrer, lentement et douloureusement. Le cancer l'a emporté petit à petit, et je suis resté à ses côtés à chaque fois. Je l'aidais à se coucher et à se lever, je lui préparais du thé, je lui lisais des livres quand ses yeux étaient trop fatigués. Mon père. Il lui rendait rarement visite dans sa chambre. Brad et Ellie étaient occupés, trop occupés pour s'en soucier. S'ils passaient, c'était rapide, et ça finissait toujours par une blague sur le fait que maman avait juste besoin de se reposer. Ils appelaient ça du drame. Moi,
j'appelais ça de l'amour. Après sa mort, je rangeais sa chambre quand j'ai trouvé son vieux journal caché dans un tiroir. Il était enveloppé dans un de ses foulards, comme un objet sacré. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais quand je l'ai fait, j'ai lu chaque mot à travers mes larmes. Elle a écrit sur moi, sur sa fierté de la femme que je devenais, sur ses regrets de ne pas m'avoir davantage protégé. Et une page, m'a brisé, disant, j'aurais dû quitter Georges il y a des années, mais je suis resté, pour Maddy. Je ne voulais pas qu'elle grandisse sans foyer. Je l'ai montré à mon père. Il a lu 2 lignes et les a balayées. Bêtises émotionnelles, a-t-il dit. C'est là que j'ai compris. Il n'a jamais apprécié ma gentillesse. Il la considérait comme une faiblesse. Mais ce n'était pas grave, car je transformerais cette douceur en quelque chose de plus fort que ce qu'ils attendaient. Le jour de la lecture du testament m'a semblé flou. Je portais une robe noire simple, l'une des seules choses qui me restait et qui me correspondait encore. Mes mains tremblaient en entrant dans le bureau froid, encore engourdi par le décès de ma mère. Son odeur était encore dans les draps. Sa voix résonnait encore dans ma tête. Je n'étais pas prête, mais j'étais venue parce que je le devais, car une petite partie de moi croyait encore que ma mère aurait pris soin de moi. L'avocat leva à peine les yeux tandis que nous prenions tous place. Mon père était assis, droit et fier, comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires. Brad et Ellie se détendaient comme s'ils étaient déjà chez eux. Je restais assis en silence, les mains jointes sur mes genoux, le cœur battant. Puis l'avocat prit la parole. Selon le testament de Caroline Rhodes, tous ses biens, comptes financiers et possessions seront transmis à ses fils, Bradley et Elijah Rhodes. J'ai cligné des yeux. J'ai cru avoir mal entendu. Personne ne parlait de moi. Pas même un bibelot sentimental. Pas même sa tasse de thé préférée. L'avocat continua sa lecture, d'une voix froide et factuelle. La propriété, les voitures, les bijoux, même le piano de ma mère, celui avec lequel je jouais à côté d'elle enfant, leur appartenait désormais. Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis tourné vers mon père et il m'a regardé avec un sourire narquois. « Tu as toujours été trop douce pour ce monde, dit-il sèchement, comme si cela expliquait tout. C'était tout. Pas de réconfort, pas d'excuses, pas de raison. Je viens de partir. Je suis sorti du bureau comme un fantôme. Tout en moi était vide. Dehors, le soleil était trop fort, le monde trop bruyant. J'ai vérifié mon compte en banque. 327 $. C'était tout. C'était ce que j'avais à mon actif après 27 ans de loyauté, d'amour et de sacrifice. Un signal est arrivé sur mon téléphone. Un message de Ryan, mon ex-petit ami. Celui qui m'a quitté il y a 6 mois pour courir après l'ex-petit ami de Brad comme dans un feuilleton tordu. Ryan. J'ai entendu ce qui s'est passé. Coup dur. J'ai regardé le message. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas réagi. J'ai juste éteint mon téléphone et je suis parti. De retour à la maison à laquelle je n'appartenais plus. Je n'y suis pas entré. Je ne pouvais pas. Mais je me suis promené à l'arrière, où la roseraie de ma mère poussait encore sauvagement et magnifiquement. Elle disait, les roses se souviennent de l'amour, même quand on l'oublie. Je me suis penché, j'ai délicatement cueilli une fleur parfaite et je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pour de bon. Non seulement de la maison, mais de la personne que j'avais été. Il m'avait tout pris. Mais il ne m'avait pas brisé. Pas encore. La première nuit, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai eu froid. La deuxième, c'était encore plus froid. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le chagrin, la trahison et l'humiliation m'envahissaient comme des fantômes. Je n'avais nulle part où aller et personne vers qui me tourner. Jusqu'à ce que je me souvienne de Nina. Nina était ma meilleure amie depuis nos 10 ans. Sauvage, intrépide et toujours prête à frapper quelqu'un qu'elle aimait. Quand j'ai frappé à sa porte avec un sac de sport et le regard fatigué, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Tu restes et tu n'abandonnes pas », son petit appartement sentait la cannelle et les vieux livres. Son canapé n'était pas grand-chose, mais il ressemblait à un palais après ma voiture. Elle m'a nourri, m'a laissé pleurer, puis m'a fait promettre une chose, je riposterai. Non pas avec colère, mais avec succès. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin,
j'ai accepté le premier boulot que j'ai trouvé, servir dans un vieux restaurant poussiéreux près de la route 18. Le salaire était exécrable, les horaires étaient longs, mais c'était quand même quelque chose. Je faisais des doubles journées, je nettoyais les sols, je remplissais des tasses de café et je souriais tout le temps. Le soir, après mon service, je regardais des vidéos gratuites sur l'investissement immobilier. J'ai emprunté des livres sur les affaires et la finance à Nina. J'ai pris des notes. J'ai étudié. J'ai rêvé. Chaque dollar gagné, je l'économisais. J'ai créé un système d'enveloppe. Loyer. Nourriture. Urgence. Certaines semaines, je n'avais que de quoi manger des ramen et du café instantané. Mais peu importe. Je construisais quelque chose. Lentement. Douloureusement. Mais c'était à moi. Et chaque fois que je sentais l'amertume m'envahir, je fouillais dans mon portefeuille et lisais le dernier mot manuscrit de ma mère. Ne les laisse pas changer ton cœur. Elle me l'avait glissé dans la main la semaine précédant sa mort. Son écriture tremblante, mais toujours pleine d'amour. Elle me rappelait qui j'étais. Pas la fille qu'ils avaient déshéritée. Pas la fille qu'ils qualifiaient de trop douce. J'étais Maddie Rod. Et je n'étais pas brisé. Pas encore. 3 ans ont tout changé. La fille brisée qui dormait dans sa voiture avait disparu. Des cœurs brisés et des poches presque vides. À sa place se tenait une femme qui avait remonté le moral après avoir touché le fond. Un double service. On a sauté le café. Un cours en ligne à la fois. Maddie avait économisé jusqu'au dernier centime. Chaque conseil. Elle conduisait une vieille voiture d'occasion. Elle portait des vêtements chinés dans des friperies. Et elle ne s'est jamais plainte. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle se préparait. Elle avait un objectif en tête. Même si elle ne l'avait jamais exprimé à voix haute. Puis, un matin frais, alors qu'elle allait déposer un don au refuge local, elle est passée devant la rue de son enfance pour la première fois depuis des années. Quelque chose la fit ralentir. C'est alors qu'elle le vit. Un panneau en bois tordu avec des lettres rouges vifs. À vendre par le propriétaire. Planté juste en bordure de l'ancienne propriété des Miller. Le terrain était vide depuis des décennies. Plein de mauvaises herbes et de murmures. Les enfants disaient qu'il était hanté. Les adultes disaient qu'il était maudit. Maddie n'y voyait que des opportunités. La propriété était immense, 2 hectares de terre sauvage et oubliée. Elle se trouvait juste en face du domaine de Rod. Elle pouvait apercevoir la silhouette de la maison où elle avait grandi, juste derrière les arbres. Son cœur ne battait pas la chamade. Il a claqué. Maddie s'est arrêtée. Elle a fixé le panneau. Puis elle sortit son téléphone. Elle appela le numéro et rencontra le propriétaire l'après-midi même. Il était fatigué. Plus âgé. Et elle voulait se débarrasser de cet endroit. Elle n'a pas marchandé. Elle n'a pas bronché. Elle a payé en totalité. En espèces. Pas de prêt. Pas d'aide. Pas d'héritage. Juste elle. Une fois les papiers signés, le notaire a glissé l'acte sur la table. Quel nom dois-je inscrire sur les documents, a-t-il demandé. Maddie sourit. Madeleine Rod. Elle retourna à la propriété, les clés en main. Je me suis garé au bord du chemin de gravier. Je suis sorti dans les hautes herbes. Le vent s'est levé. Ça sentait le pin et le souvenir. De là où elle se tenait, elle pouvait voir le porche du domaine Rod. Elle se demanda s'il l'avait seulement remarqué. Elle s'en fichait. Elle ne faisait pas ça par vengeance. Pas vraiment. Elle le faisait parce qu'elle le pouvait. Parce qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas à la hauteur. Qu'elle n'avait pas sa place. Qu'elle était trop douce. Maintenant, son nom était gravé sur le terrain en face du leur. Sa maison. Ses règles. Et cette fois, il ne pouvait pas les lui enlever. La maison tombait en ruine quand Maddie l'a achetée. Peinture écaillée. Vitres brisées. Mauvaise herbe haute jusqu'aux épaules. Mais elle ne voyait pas ce que c'était. Elle voyait ce que ça pouvait être. Chaque planche de plancher détachée. Chaque pas grinçant était une chance de construire quelque chose qui lui appartenait enfin. Elle n'avait pas engagé d'équipe. Elle n'avait pas d'argent pour ça.
Au lieu de ça, elle a retroussé ses manches et s'est mise au travail. Elle passait ses week-ends avec des mains sales et du dos ruisselant de sueur. Nina arrivait tous les samedis avec 2 cafés et une boîte à outils. Son énergie débordante habituelle illuminait même les jours les plus sombres. Ils ont commencé par le toit. On colmate les fuites et on martèle les bardeaux comme si c'était une thérapie. Puis il y a eu les murs. La cuisine. Et enfin, le cœur de la maison. Les grandes fenêtres de devant. Maddy a choisi les vitres les plus grandes et les plus transparentes qu'elle a pu trouver. Et une fois installées, il donnait directement sur la salle à manger du domaine Rod. Elle ne l'avait pas prévu ainsi. Mais elle n'y a rien changé non plus. Les voisins ont commencé à la remarquer au bout d'un moment. Un matin, alors qu'il peignait la balustrade du porche, Monsieur Daoquin, qui habitait 3 maisons plus loin, est passé. « Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ta mère, tu sais. » Il dit doucement. Elle chantait ici quand le vent était juste. Maddy sourit et hocha la tête. Sa gorge se serra soudain. Elle n'avait pas entendu le nom de sa mère prononcé avec douceur depuis si longtemps. À mesure que l'été s'installait, la maison commença à briller. Les pièces étaient à nouveau illuminées. Le porche était parsemé de jardinières. La vie avait repris. Et un soir, cela a attiré l'attention de quelqu'un qui n'y était pas préparé. George Rod. Il était assis à table avec Brad et Ellie quand il l'a remarqué. Les lumières de l'autre côté de la rue vacillèrent une à une. Il se leva et sortit, l'air lourd et immobile. Il plissa les yeux vers la pelouse, passa le portail, et parcourut les arbres. Elle était là, debout à la fenêtre, calme, grande et sereine. Maddy soutint son regard, puis leva une main poliment. Ni colère, ni supplication, juste sa présence. Puis elle ferma son rideau et laissa le silence parler. George Rod ne rendait jamais visite à ses voisins, ne se souciait jamais de qui vivait autour de lui, ne faisait jamais signe de la main depuis le porche comme Caroline le faisait autrefois. Mais maintenant, la curiosité, ou quelque chose de plus aigu, le poussa à traverser la rue. La maison Miller, autrefois oubliée, se dressait désormais fièrement. Son jardin était fleuri. Les volets étaient neufs. Les lumières étaient toujours allumées. Impossible de l'ignorer. Il frappa 2 fois, s'attendant à une hésitation. Mais Maddy répondit aussitôt. Elle portait un chemisier blanc impeccable, un pantalon sombre, et aucune trace de la fille qui l'avait chassée. Ses cheveux étaient tirés en arrière, sa posture posée. Maddy ne sourit pas, « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit George d'un ton sec, jetant un coup d'œil derrière elle comme s'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre apparaître. Maddy pencha la tête. « Je ne m'attendais pas à ce que ça t'intéresse. » Il s'ouvrit les lèvres, mais rien ne sortit. Pour une fois, George resta muet. Elle ne l'invita pas à entrer. Après un long moment, il hocha la tête, se retourna et retourna de son côté de la rue. Il ne réessaya pas. Mais le passé ne vivait pas seulement chez son père. Il vivait aussi chez ses frères. Un mois plus tard, Maddy assistait à un gala de charité locale. Nina l'avait convaincu d'y aller, lui disant qu'il était temps que la ville découvre ce qu'elle était devenue. Maddy entra vêtue d'une robe bleu marine, avec un maquillage minimaliste et une assurance tranquille. Elle se mêla aux invités, échangea des cartes de visite et sirota du vin comme si elle était à sa place. Car maintenant, elle le savait. De l'autre côté de la pièce, Brad était adossé au bar. Il la vit d'abord de dos, admirant sa silhouette, sa grâce. Il se glissa nonchalamment, un verre à la main. « Tu es seul ici ?» demanda-t-il doucement. Maddy se retourna lentement. « Qu'il regarde bien. » Brad cligna des yeux. La confusion brilla dans ses yeux. « Et puis, j'ai compris. »« Maddy, » dit-il, bouche bée. « Je ne savais pas que tu étais encore là. » Elle sirota son verre. « Je ne suis jamais parti. Tu as juste arrêté de regarder. » Brad rit maladroitement, mais Maddy ne le suivit pas. Son regard était froid, distant. Elle se détourna et se dirigea vers un groupe d'investisseurs, le laissant seul dans son smoking de location. Plus tard dans la soirée, alors que Brad l'observait de l'autre côté de la pièce, quelque chose se tordit dans sa poitrine. Elle ne l'avait pas supplié. Elle ne l'avait pas poursuivi. Elle s'était relevée. Et il n'y avait plus rien à voir. Plus maintenant. Maddy organisait sa pendaison de crémaillère par un dimanche après-midi frais.
Le ciel était dégagé, et l'odeur de peinture fraîche et de tarte aux pommes cuites flottait par les fenêtres ouvertes. Elle n'avait invité ni son père ni ses frères, juste les personnes qui comptaient pour elle. Ses voisins, des commerçants locaux et quelques membres du conseil municipal. La pelouse résonnait de rires et de conversations. Les enfants couraient sur l'herbe tondue, et Maddy se frayait un chemin à travers la foule avec une grâce discrète, remerciant les invités d'être venus et s'assurant que chacun se sente le bienvenu. La nouvelle se répandit vite, plus vite qu'elle ne l'avait prévu. De l'autre côté de la rue, George se tenait sur son porche, un verre de bourbon à la main, observant les voitures qui bordaient l'allée de Maddy. Brad et Ellie le rejoignirent, le visage crispé en apercevant des visages familiers franchir le portail. Monsieur Dawkins de la banque, le maire Lopez, et même Monsieur Alstrom de la mairie. Des gens qu'ils croyaient autrefois loyaux levaient maintenant leur verre dans le jardin de Maddy. À l'intérieur, Nina trinquait avec son verre. « Tu l'as fait, Mads. Tu l'as vraiment fait. » Maddy sourit, une joie silencieuse dans les yeux. « Et j'ai parlé du don à Madame Winslow », ajouta Nina d'un ton détaché. Maddy cligna des yeux. « Vous quoi ?» Elle était stupéfaite. « Je veux dire, céder autant de terrain à la Wildlife Foundation. C'est un héritage. » Maddy jeta un coup d'œil vers l'arrière de sa propriété, où les arbres s'étendaient drus et sauvagement. Elle avait discrètement signé le don quelques semaines auparavant, en l'honneur de sa mère. Elle ne voulait pas de compliments, juste la paix. Mais maintenant, des murmures d'admiration parcouraient la fête. De l'autre côté de la route, George serrait son verre plus fort. Pour la première fois de sa vie, la ville ne regardait pas les hommes de la route. Elle regardait la fille qu'il avait chassée. Et elle rayonnait. Plus tard dans la soirée, tandis que les invités se disaient au revoir et que le silence régnait dans la cour, Maddy se dirigea vers la clôture, où le rosier de Caroline fleurissait encore, négligé mais vivant. Elle s'agenouilla et arracha les mauvaises herbes, ses doigts délicats. « Je te vois », murmura-t-elle en époussetant un pétale. « Je suis toujours là. » Chaque matin, elle arrosait ce buisson. Doucement, doucement. Non pas par vengeance, mais parce que l'amour, contrairement à l'amertume, n'avait jamais besoin de s'annoncer. Tout a commencé par des murmures en ville. Brad et Ellie avaient investi presque tout ce qu'ils avaient dans une start-up technologique flamboyante qui promettait un triple rendement. Elle s'est effondrée en quelques mois. Les prêts ont été impayés. Leurs voitures furent saisies. Le nom de la route, autrefois prononcé avec un respect automatique, était désormais teinté de pitié et de sourires narquois. George essaya d'abord de faire preuve de sang-froid, entrant toujours dans le country club le menton haut. Mais les gens l'ont remarqué. Les serveurs ont murmuré à propos d'additions impayées. Les voisins ont mentionné l'herbe flétrie sur la pelouse autrefois immaculée de la route. Et pendant tout ce temps, Maddy ne dit rien. Un matin, alors qu'elle arrosait le rosier de sa mère, elle vit la vie de saisie apparaître discrètement sur le portail de sa maison d'enfance. Elle ne sourit pas. Elle ne jubilait pas. Elle se contenta de fixer le paysage un long moment, puis retourna à son jardin. Brad et Ellie évitaient désormais les rassemblements en ville. Les gens disaient qu'ils se disputaient constamment, se rejetant la responsabilité de l'effondrement. Maddy n'a pas tendu la main. Pas une seule fois. Elle avait déjà enfoui son chagrin pour cette famille. Puis, un après-midi gris, on frappa à nouveau. Elle ouvrit la porte et trouva George debout, plus vieux que dans ses souvenirs. Sa posture était plus droite que jamais, mais son visage avait changé. Sa mâchoire était serrée, mais pas par arrogance, ni par défaite. « Je suis venu pour parler », dit-il. Maddy ne bougea pas. « J'écoute. » George hésita. « J'ai fait des erreurs. » Elle le regarda calmement. « Tu as fait des choix. » Le silence entre eux s'éternisa, lourd comme l'air humide avant une tempête. George regarda par-dessus son épaule, essayant peut-être d'entrevoir la vie qu'il lui avait autrefois refusée. Le parquet cirait. La cheminée allumait. Les photos encadrées au mur. Aucune ne le représentait. « Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux », murmura-t-il. Plus pour lui que pour elle. « Tu faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi », corrigea-t-elle. Vous avez élevé vos fils dans la quête du statut social. Vous avez laissé votre fille apprendre la survie. Sa bouche se contracta. Peut-être voulait-il argumenter. Peut-être avait-il préparé autre chose. Mais aucun mot ne vint.
Juste un petit hochement de tête, sec et discret. Il recula. Prends soin de toi, Madeleine. Toi aussi, Georges. Pas papa. Même pas père. Juste Georges. Il se retourna et s'éloigna sur le même chemin qu'il l'avait forcé à emprunter des années auparavant. Et cette fois, elle ne le poursuivit pas. Elle ferma la porte et laissa le silence l'envelopper comme la paix. Pas la victoire. Pas la vengeance. Juste la paix. Le quartier était désormais silencieux. L'allée autrefois animée était vide. Les fenêtres sont sombres. Plus de garden party. Plus d'invités en costume repassé. Fini les voix fortes résonnant sur la pelouse impeccable. Juste le silence et les ombres. Un matin, un simple panneau blanc fut installé sur le portail d'entrée. À vendre. Sans cérémonie. Sans annonce. Juste la fin d'une époque qui n'a jamais vraiment duré. Maddy l'a vu depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas appelé son agent. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà acheté tout ce qu'elle voulait. Non pas avec de l'argent, mais avec la paix. Au lieu de cela, elle fit quelque chose de simple. Elle alla au fond de son jardin, là où le soleil brillait juste en cet après-midi, et installa un banc en bois face à la maison de la rue. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil. Juste solide. Silencieux. Stable. Nina l'aida à le peindre en vert tendre, la couleur préférée de Caroline. Et de temps en temps, Maddy s'asseyait là avec une tasse de thé ou un bon livre. Parfois seule. Parfois avec Nina. Parfois simplement en regardant le vent souffler dans les arbres qui se dressaient fièrement bien avant que la trahison ne vienne perturber sa vie. Les voisins connaissaient son histoire. Ils connaissaient la jeune fille déshéritée, abandonnée, laissée sans rien d'autre qu'un cœur brisé et une voiture garée pour dormir. Mais ils connaissaient aussi la femme qui s'en était relevée. Patient. Stable. Et fort. Certains essayaient de lui demander comment elle faisait. Comment elle restait si calme, tout en vivant juste en face de ceux qui l'avaient un jour chassée. Maddy souriait, plaquait ses cheveux derrière son oreille et disait « Certaines vengeances sont bruyantes. Le mien a juste une meilleure vue. » Et c'est tout. Pas de scène dramatique. Pas de dispute. Juste un banc. Une vue. Et une femme qui a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de détruire quelqu'un pour gagner. Il suffit de survivre assez longtemps pour devenir quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Et quelqu'un qu'on ne redeviendra plus jamais. La maison d'en face n'était plus la sienne. Elle était tout simplement vide, à l'image de l'héritage qu'ils avaient tenté de construire sans elle. Qu'auriez-vous fait à la place de Maddy? Laisser tomber? Ou construire tranquillement votre propre victoire comme elle? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires qui prouvent que la force ne se manifeste pas toujours par des cris, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite.